stylo sur l'autre stand, mais je crois qu'on va trouver une solution. Donc, on est très heureux là, de vous accueillir. J'ai la tâche d'introduire cette conférence et puis j'aurai un tout petit un temps de parole aussi à la fin en complément de ce qui va être dit. Il y aura aussi un temps de questions, donc on va essayer de vraiment le garder parce que sur ce genre de conférences, des fois, il ne reste malheureusement pas assez de temps pour tout le monde dans la salle. Donc, on va vraiment essayer de garder une trentaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, pour la conférence d'aujourd'hui, on va essayer de revenir sur à la fois des éléments historiques qui sont des clés de compréhension indispensables pour resituer l'actualité que vous suiviez ou qu'on suit tous malheureusement sur ce qui se passe à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Mais aussi réfléchir, je pense, à tous les moyens de résistance, de lutte qu'il peut y avoir dans toutes les sphères. On est ici au stand de LFI, donc forcément, il est question de moyens politiques. Donc j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Mais il y a aussi, on est obligé d'inscrire cette lutte sur le champ politique en complémentarité de toutes les luttes qui se font dans la société civile, et ce, bien avant même que le discours politique embrasse cette cause. Donc, on a deux personnalités qui sont majeures aujourd'hui dans le paysage français sur cette question, que vous avez déjà vu probablement sur d'autres conférences. Je vais bien sûr vous laisser le temps de vous présenter avant chacune de vos interventions. On a Anne Toualion, qui est la présidente de l'association France-Palestine Solidarité, qui est la FPS. Qui a un réseau quand même sur le plan national qui a contribuer à garder un tissu militant, à garder une documentation, à archiver énormément de choses, même au moment et surtout au moment où plus personne ne parlait de cette cause. Donc c'est un réseau qui est extrêmement précieux et qui est présent dans quasiment toutes les villes. On a aussi Salah Hamouri, que vous connaissez, je pense aussi. Avocat franco-palestinien et militant pour les droits du peuple palestinien. La conférence, elle va se structurer autour de trois grands axes. Le premier qui va être la situation coloniale en Palestine. Donc là, c'est Salah Hamouri qui aura une vingtaine de minutes pour vous exposer le contexte historique, la fragmentation du peuple palestinien, mais aussi la violence institutionnelle comme processus de déshumanisation des Palestiniens et dont il a été lui-même victime dans son histoire personnelle. La deuxième partie, ça sera sur Gaza, une enclave sous blocus et bombardement, où on reviendra plus en détail sur l'histoire de ce blocus, qui n'est pas très documenté, voire pas du tout documenté dans les médias. On parle souvent de Gaza comme une zone palestinienne qui serait libérée ou libre. En réalité, c'est pas du tout, il n'est pas du tout question de cette réalité. On va revenir sur les chiffres clés, les récits dans le quotidien des Palestiniens sous cette occupation et comment elle se matérialise à la fois en Cisjordanie mais aussi à Gaza, et mettre en lumière autant que possible le massacre, le génocide qui est en cours. Et la troisième partie, qui sera la mienne, c'est la construction donc, du génocide et quelle lutte justement on peut embrasser pour avancer sur cette cause. Donc bien sûr, je vais vous parler un tout petit peu des enjeux européens et puis on complétera les uns les autres avec tout ce qui est porté dans la société civile. Et on terminera par les questions-réponses. Donc, sans plus attendre, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais donner la parole à Salah Hamouri qui va vous introduire donc, cette première partie pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci Rima, merci les France Insoumises encore une fois pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai, la question du contexte historique de la question palestinienne, c'est pas une question facile à en parler. Mais moi, je pense que il faut revenir vraiment en arrière pour vraiment comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Parce que
On entend beaucoup parler dans les médias, par les politiciens et partout, oui, la Palestine occupée depuis les Palestiniens, des fois occupés depuis 1967, les droits des Palestiniens dans les territoires de 1967, comme s'il n'y a rien qui s'est passé avant. Comme si en 1967, l'histoire de l'occupation a commencé. Non, mais ça, c'est pas du tout la vérité. Et c'est même pas en 1948 non plus. La Palestine, qui est géographiquement l'endroit stratégique pour les forces coloniales, historiquement, vu qu'elle est entre l'Asie, l'Afrique, qui a une donnée sur la terre méditerranéenne, sur la mer Rouge, elle était historiquement le cible de tous les occupants qu'ils ont passés dans l'histoire de la Palestine. Et ces dernières, on va dire, 100 ans, après la montée ici en Europe des forces dans les années 20, même avant, il y avait la promise de Belfour de 1917, où le ministre des Affaires étrangères britannique a promis aux Juifs de leur offrir un pays, et c'était la Palestine. Ça, c'était dans le contexte colonial de la Grande-Bretagne à l'époque. Bon, ça montre des idées de congrès de Basel que Herzl il a déclaré le mouvement sioniste 200 ans avant. Mais ça vient dans ce contexte où, à l'époque, les Français et la Grande-Bretagne, ils ont partagé le monde arabe en 1918. C'est là où le moment du partage du monde arabe, où la Palestine, elle était sous le mandat britannique, le Liban, il était sous le mandat français avec la Syrie, et les Britanniques, ils étaient en Palestine, en Jordanie et en Irak. Bon, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est là où vraiment il faut comprendre que voilà, il y avait ce massacre qui était commis par les Européens ici en Europe contre les Juifs. Vu le contexte que la culpabilité aussi européenne de ce qui s'est passé ici en France et ailleurs, dans le long terme de cette idée coloniale, il y avait besoin, après la Deuxième Guerre mondiale, de réinstaller la région de nouveau, de recontrôler le monde de nouveau. Et bien sûr, la Palestine, dans ce contexte et sa place géographique, stratégique, il fallait installer un État qui est lié aux forces occidentales, qui est lié aux nouveaux forces occidentales américaines, l'Union soviétique avec l'Europe. Il fallait installer un truc pour contrôler la région. Et c'est tombé en Palestine à cause de sa place. Et bon, il y a tous les mensonges de l'histoire. On ne va pas revenir là-dessus. Les forces coloniales, et jusqu'à aujourd'hui, ils savent bien que la fragmentation du monde arabe, c'est par l'installation de l'État d'Israël. Aujourd'hui, et on voit les conséquences aujourd'hui, 100 ans après, quand on va revenir pour parler des accords d'Abraham et compagnie, on revient vers le contexte que voilà, le projet colonial, il est là, installé, il fait partie des intérêts des forces occidentales pour contrôler la région. Tout n'a pas commencé en 1967 et ni 1948, c'est évidemment 100 ans avant, dans la perspective, dans les plans des dirigeants de la colonisation occidentale à l'époque. 1948, la première Nakba du peuple palestinien, où 800 000 Palestiniens, ils étaient déracinés, envoyés ailleurs, soit dans les camps de réfugiés autour de la Palestine, soit en Cisjordanie.
500 villages enlevés, détruits, déracinés, détruits pour vraiment faire disparaître. L'idée, c'était de faire disparaître le maximum de l'histoire de ce peuple. 500 villages détruits totalement. Bon, la Nakba, elle se passe. Après, tu as l'arrivée, tu as la guerre de 56, après l'arrivée du pouvoir des nationalistes de Abdel Nasser en Égypte, et après avoir mis la main sur le canal de Suez. Et la deuxième partie, c'est 67. 67, Israël décide, bien sûr, avec la décision des forces occidentales, d'élargir son occupation et aller au-delà de ce qui s'est passé en 1948. Elle occupe la Cisjordanie, une partie du Golan, une partie de la Syrie qui est les Golan occupés aujourd'hui, le Sinaï, le désert du Sinaï égyptien et quelques villes dans le sud de Liban pour créer l'État d'Israël. Si on voit ce contexte-là, pour moi, personnellement, moi je le vois dans ce contexte-là. Je ne le vois pas que voilà, il y a deux États qui sont en train de se battre aujourd'hui. Il y a des frontières, il y a deux peuples, deux États qui sont en train de se battre, comme ils essayent de nous le montrer dans les médias et surtout dans les médias occidentaux. Non, le contexte de cette colonisation qui est avant 1948, jusqu'à aujourd'hui, c'est la disparition du peuple palestinien. Elle est dans ce contexte-là. C'est comment faire disparaître un peuple entier. Je ne veux pas retourner sur toute l'histoire. Tout ce qui s'est passé dans les années 60, 70, la montée de l'OLP et toutes ces questions-là. Et moi, je pense qu'il y a un autre moment historique pour le peuple palestinien, c'était le processus de paix d'Oslo 1995. Malheureusement, moi, en tant que Palestinien, je pense que les accords de paix d'Oslo, c'était la plus grosse connerie politique que les Palestiniens ils ont fait dans leurs propres mains. Parce qu'on est allé dans des négociations où on était faible, le rapport de force il n'était pas à nos côtés. Il y avait un changement du climat politique mondial. Et Oslo, c'était une piège dans laquelle les Palestiniens ils sont tombés et on paye le prix jusqu'à aujourd'hui à cause de ce processus de paix. Parce que dans ce processus de paix, nous, on a oublié la question de la fragmentation. Je reviens toujours sur la question dont on a parlé, c'est la question de fragmentation. On commence par 48-67. OK. On arrive à l'accord d'Oslo. L'accord d'Oslo n'a pas réglé aucune question clé pour les 5 questions clés, on va dire, pour les Palestiniens. Ni l'eau, ni frontières, ni prisonniers, ni autodétermination. Et surtout, elle n'a pas parlé du droit du retour du peuple palestinien, que ça, c'est un droit. Tous les réfugiés des Palestiniens ont le droit de retourner chez eux. Oslo n'a réglé aucun de ces questions clés. C'est à ce moment-là où il y avait les plans. Bien sûr que les Américains et les Israéliens et les Européens derrière, ils ont bien planifié leur coup. Et là, tu vois comment cette politique de couper le peuple palestinien en tranches, elle s'est appliquée. À la place, après Oslo, à la place de parler d'un seul peuple palestinien, pratiquement, on parlait de 5 peuples palestiniens. Un peuple en Cisjordanie qui est entouré, enfermé, un peuple à Gaza qui est enfermé, Jérusalem, elle est isolée toute seule, les Palestiniens de 1948 qui sont isolés toute seuls, et les réfugiés à l'extérieur, on n'en parle même pas. On est devenus 5 peuples, et quand tu lis l'histoire des autres, les autres colons dans d'autres pays du monde, tu sais que la fragmentation de ce peuple à long terme, Gaza, elle va développer sa culture toute seule 30 ans après. La Cisjordanie, la même chose. Jérusalem, la même chose. Les Palestiniens de 48, les réfugiés, ça veut dire que tout morceau de ce peuple, il est en train de se développer loin de l'unité de l'identité collective
du peuple palestinien. C'est vrai que cette fragmentation, elle vise surtout l'identité palestinienne. Les Israéliens, ils veulent finir avec la question de l'identité du peuple palestinien, que voilà, ce peuple existe. Et ça, c'est aussi la dangerosité de cette fragmentation. Oslo, il nous a coupés en morceaux et on n'a rien eu. On n'a rien eu politiquement, dans le terme politique, on n'a rien gagné. On a une autorité palestinienne qui est installée, affaiblie, jusqu'à l'assassinat d'Arafat et à compagnie. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat politique? En tant que qu'on gagne, on n'a rien gagné. On a gagné que la colonisation, en 1994, il y avait 100 000 colons. Aujourd'hui, on est à 800 000 colons en Cisjordanie. Quand on parle de Jérusalem, aucun droit à Jérusalem était réglé pour les Palestiniens. Et aussi, un moment aussi très important, moi je pense qu'il faut en parler pour l'histoire du peuple palestinien, c'est le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est en 2011, quand le printemps arabe a commencé une révolte populaire contre toutes les dictatures dans la région. Les Américains, les Européens et bien sûr les Israéliens avec, ils ont vite compris que ce mouvement, il doit être contrôlé. C'est inacceptable que le peuple arabe se révolte contre les dictateurs que eux, ils les ont installés. Ils n'étaient jamais les choix des peuples. Cette révolution, elle était récupérée malheureusement par les forces occidentales. Et là, les Américains, ils ont décidé de recontrôler la région de nouveau, de réinstaller des nouveaux dictatures. Les pays où ça n'a pas marché sont détruits aujourd'hui. Quand on parle de la Syrie est détruite, le Yémen est détruit, la Libye est détruite. Et là où ça a fonctionné, tu as le dictateur Sisi qui bloque et qui détruit son peuple. La Jordanie, le même système. L'Arabie Saoudite et accompagné les Émirats unis, c'est exactement ce qu'ils veulent, les gens que les États-Unis ils veulent. Ce printemps arabe, à la place de que ça soit un changement pour les peuples, un espoir pour la démocratie, malheureusement, après les interventions américaines, européennes et israéliennes, aujourd'hui, cette révolution qui a conduit à sa contre-volonté d'avoir ces gens, ces dictatures, les Américains, ils ont décidé que voilà, il faut rendre Israël un État normal dans la région sans donner le droit au peuple palestinien, sans rendre aucun droit aux Palestiniens. On arrive aux accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, ces accords avec les États qui étaient dedans, les Émirats unis, le Bahreïn et la compagnie, où ils ont reconnu l'État d'Israël. Il y avait l'accord avec le Maghreb qui était signé pour la reconnaissance. Mais je pense que quand on voit aujourd'hui l'image dans la région, moi je pense que ce jour-là, malgré tout ce qu'on voit, l'image qu'elle est sombre aujourd'hui à cause de ce génocide en cours, malgré tous les dictateurs qui sont autour de la Palestine, mais moi je pense qu'il y a un truc qui a commencé à bouger quand même. Aujourd'hui, les Américains, ils ne contrôlent plus la région comme ils ont voulu que ça soit stable et que ça soit contrôlé, que Israël soit l'État normal dans la région, que son base armée avancée pour les forces occidentales et les Américains soit calme, comme s'il n'y avait pas un peuple qui était sous occupation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut repartir de cette histoire de la colonisation historique du peuple palestinien. Et ce n'est pas caché qu'aujourd'hui, des historiens juifs comme Ilan Pappé et d'autres, aujourd'hui, qui parlent clairement de la question de la décolonisation de la Palestine. Et il faut le dire aussi que nous, notre combat n'est pas contre les juifs. Notre combat n'est pas un combat religieux. Le combat, c'est contre un occupant, contre un occupé. Pourquoi par exemple, est-ce que c'était acceptable pour les Français qu'on libère la France à part la Bretagne? Que la Bretagne, bon, c'est plus en français. La Corse non plus.
Non, mais c'est ça la question. Pourquoi ça marche pour d'autres et ça ne marche pas pour nous? Et quand je reviens sur la question que notre combat est contre un occupé, contre un occupant, parce que c'est ça, parce que c'est le mouvement sioniste que depuis plus que 100 ans, ils essayent de mettre le contexte religieux dans ce combat. Notre combat, c'est contre une force coloniale et on a tout à fait le droit de combattre cette colonisation. On a tout à fait le droit. Dans le droit international et dans d'autres conventions, c'est notre droit de résister à cette occupation. J'ai pris plus de temps que prévu. Je suis désolé. Merci beaucoup. Et au-delà du droit, c'est même un devoir de combattre cette colonisation précisément parce qu'elle est en violation de toutes les règles internationales et qu'on a aussi énormément d'exemples dans l'histoire qui nous ont donné raison sur la nécessité de combattre tout projet colonial. Donc je vais donner la parole. Regardez vos questions si vous en avez sur tout ce qui vient d'être dit par Salah Hamouri. On va passer à la deuxième partie qui est plus un focus sur Gaza, mais sens-toi libre d'apporter d'autres éléments d'éclairage sur l'occupation. Merci. Mais déjà, merci pour cette invitation. Et je suis, c'est pas honoré le terme, j'arrive pas à le trouver, mais très heureuse d'être entre mes amis Salah et Rim, parce que voilà, je ne suis pas palestinienne, eux ils sont palestiniens, c'est leur combat, mais le mouvement de solidarité s'inscrit dans ce combat parce que nous avons coutume de le dire dans nos manifestations. À Gaza, c'est l'humanité qu'ils assassinent. Et ce combat est un combat pour l'humanité et encore plus depuis les génocides en cours. C'est un combat pour l'humanité parce que le combat contre le colonialisme est un combat pour l'humanité et pour l'égalité et pour la justice. Mais depuis le 7 octobre et le début du génocide à Gaza, ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas. Salah, l'année dernière, à la fête de l'humanité, disait il va se passer des choses, il va y avoir beaucoup de violence. Mais je pense qu'il n'imaginait pas le niveau de violence qui allait s'abattre sur le peuple palestinien et particulièrement sur le peuple qui vit dans la bande de Gaza. Pour revenir quand même très loin en arrière, Gaza, ce n'est pas un désert au milieu de nulle part. La ville de Gaza est une ville multimillénaire. La ville de Gaza est une ville où il y a une culture multimillénaire. Et c'est un endroit où vivaient des gens depuis des millénaires et où sont venus en 1948 les réfugiés du restant de la Palestine. 70% des habitants de la bande de Gaza sont des réfugiés. Ils sont déjà des victimes de la Nakba. Et ce qui leur arrive là maintenant, c'est un déplacement supplémentaire. Ils passent leur temps depuis le 7 octobre à se déplacer d'un endroit à un autre sous les injonctions d'Israël et aller d'un camp de déplacés à un autre camp de déplacés. Et à partir du 7 octobre, je n'arrive même pas à définir ça. Ces pluies de bombes qui tombent sur les habitants de Gaza est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. La semaine dernière, Israël a envoyé des bombes d'une tonne qui n'arrivent pas de nulle part d'ailleurs, ces bombes d'une tonne, elles arrivent des États-Unis. Des bombes d'une tonne sur un campement de tentes. Les cratères faisaient entre 9 et 12 mètres de profondeur. À la place de ces cratères, avant, il y avait des tentes avec des familles, des enfants, des femmes, des vieillards qui vivaient là. Et on a retrouvé des corps déchiquetés. À Gaza, on retrouve des corps déchiquetés. On retrouve le petit pied d'un bébé. On retrouve des enfants décapités. Sur un des derniers massacres qu'il y avait eu, ils ont fait des sacs. Et quand les sacs faisaient 70 kilos, ça correspondait à un adulte. Quand ils faisaient 40, ça correspondait à un enfant. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de souffrance que cela peut représenter. Eh bien, c'est ça qui se passe à Gaza depuis 11 mois. C'est le premier génocide filmé en direct, au vu et su du monde entier, filmé en direct
par les propres victimes et dont les 3/4 du monde se fout complètement. On ne peut pas comprendre ça. Un des exemples, c'est l'impossibilité des journalistes de rentrer dans la bande de Gaza. Vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre des journalistes palestiniens. Ils sont très nombreux ici. Aucun journaliste étranger n'a pu rentrer dans la bande de Gaza. Les journalistes palestiniens sont des cibles parce qu'ils montrent ce qui se passe. Israël les surveille, les suit, et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, bombarde leur maison. Et ils bombardent avec les fameuses bombes de 500 kilos ou de 1000 kilos. Donc, ils tuent le journaliste, sa famille et tout le quartier. Tous les jours, à Gaza, des maisons de famille, des camps, des tentes sont bombardées. Il y a plusieurs massacres de familles chaque jour. Et nous n'en entendons pas parler. Alors nous allons entendre parler de temps en temps. On a entendu parler de Al-Massawi l'autre jour parce qu'il y avait eu un peu plus de morts. Donc c'est ça qui se passe à Gaza. Mais pas seulement. On ne tue pas seulement des vies. On tue une culture. On tue une société. Toutes les universités ont été détruites. Toutes. La quasi-totalité des écoles ont été détruites. Elles servent de refuge aux réfugiés. Les membres de la protection civile sont ciblés parce qu'ils vont porter secours. Les snipers se mettent à l'entrée des hôpitaux pour tirer sur les gens qui viennent se faire soigner à l'hôpital. On pourrait continuer la description de ce qui se passe à l'infini parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Alors je voudrais revenir, moi, sur quelque chose qu'Israël a mis en place, c'est le plan Lavender. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc l'intelligence artificielle regarde les déplacements des gens à Gaza, et puis si ces gens ont l'air d'avoir des déplacements suspects, ce sont donc des terroristes du Hamas. Donc ils sont suivis et on attend la nuit que ces gens qui sont supposés, parce qu'ils ont eu tel type de déplacement, être des terroristes, eh bien, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, on bombarde les maisons la nuit. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a énormément de bombardements la nuit, parce que c'est le moment où les personnes qui sont ciblées par Israël rentrent chez elles. Voilà le quotidien des Palestiniens à Gaza. Ajoutons pas d'eau, pas d'électricité, la vie au milieu des déchets, la vie au milieu des égouts. Cet été, la vie dans une chaleur invraisemblable, et puis ensuite la vie dans le froid. Et rappelons ce blocus. Rappelons ce blocus qu'a déclaré le gouvernement israélien dès le premier jour, avec l'objectif de les affamer. Mais le blocus, il ne date pas du 7 octobre. Avant le 7 octobre, 17 ans de blocus. De blocus par air, par mer et par terre. 17 ans de blocus parce que les Palestiniens de Gaza avaient mal voté aux yeux d'Israël. Ce blocus, c'est une punition collective. Les punitions collectives sont reconnues comme des crimes contre l'humanité au regard du droit international. Et pendant 17 ans, tout le monde a laissé Israël faire ce blocus. On le dit, on le répète, une des raisons pour lesquelles la justice faite aux Palestiniens perdure, c'est l'impunité d'Israël. Et tant que cette impunité ne cessera pas, justice ne sera pas rendue aux Palestiniens et ils ne pourront pas faire valoir leur droit à l'autodétermination comme c'est un droit inaliénable de tous les peuples, et y compris le leur, bien évidemment. Rappelons aussi que Gaza fait partie du territoire palestinien occupé. Le droit international reconnaît une partie du territoire palestinien comme étant un territoire palestinien occupé, et nous disons bien le territoire palestinien occupé et pas les territoires. Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, c'est un seul et même territoire qui est occupé. Et ce n'est pas parce que les Israéliens s'étaient retirés de la bande de Gaza que le territoire n'était pas occupé. Il est occupé par le contrôle des frontières, il est occupé parce que tous les gestes de la vie quotidienne des Palestiniens de Gaza dépendent
d'Israël. Leur état civil dépend d'Israël. C'est un territoire occupé. Le 19 juillet, la Cour internationale de justice a rendu un avis extrêmement important. Il a statué sur le fait que l'occupation israélienne est illégale. Une chose était très claire, c'est que la colonisation était illégale. La colonisation est un crime de guerre au regard du droit international. L'occupation, pour le droit international, ce n'était pas très net. Pour nous, c'était évident que l'occupation israélienne était illégale. Mais la Cour internationale de justice a statué que c'est illégal. Donc les États ont le devoir de tout faire pour mettre fin à cette occupation. Et que font-ils? Rien. La réponse d'Israël à cet avis de la Cour internationale de justice a été de lancer, à la fin du mois d'août, une opération militaire extrêmement importante en Cisjordanie, qu'ils ont eu l'audace d'appeler opération Camp d'été. Ils ne sont pas à un cynisme près. Et cette opération consiste à aller toujours plus loin, toujours plus fort dans l'attaque contre les camps de réfugiés en Cisjordanie. Pourquoi s'en prennent-ils aux camps de réfugiés? Parce que les camps de réfugiés sont parmi les foyers les plus importants de la résistance palestinienne et particulièrement de la résistance armée palestinienne. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Israël s'en prend aux camps de réfugiés. Et s'en prendre aux camps de réfugiés, si vous voyez les photos du camp de Jenin qui a été soumis à cette attaque pendant 10 jours, ce sont les mêmes photos que Gaza. Il y a eu des bombardements par air, toutes les routes ont été défoncées, complètement défoncées. Il y a eu un nombre d'arrestations extrêmement importantes. Comme à Gaza, les hôpitaux sont bloqués, les gens ne peuvent pas aller se faire soigner, les gens n'ont pas à boire et ainsi de suite. Voilà comment Israël traite la résistance palestinienne. Donc, je pense que j'ai passé mon temps. Non, alors, quelque chose dont on parle pratiquement jamais et dont j'ai toujours envie de parler, c'est la situation des communautés bédouines en Palestine. Les Palestiniens les appellent les gardiens de la terre. Ils les appellent les gardiens de la terre parce qu'ils vivent sur leur terre ancestrale, dans leur culture, au cœur de la terre de Palestine. Seulement, ils sont très isolés et donc très vulnérables. Et ils sont la cible des colons et de l'armée parce qu'étant vulnérables, c'est très facile de s'en prendre à eux. Et ils travaillent sur une surface très importante de terre. Donc en s'en prenant à peu de personnes, ils peuvent récupérer, s'accaparer beaucoup de terre. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le colonialisme israélien est un colonialisme de peuplement, mais aussi de remplacement. L'objectif, Salah l'a dit, est de chasser les Palestiniens de leurs terres, et pour ça, il faut récupérer les terres. Donc, il y a plein de méthodes. Il y a les démolitions de maisons, il y a le harcèlement, il y a la terreur, il y a les bombardements. L'objectif, c'est d'effacer les Palestiniens, d'effacer le peuple palestinien de sa terre. À Gaza, c'est évident. C'est moins criant en Cisjordanie, mais c'est exactement le même objectif. C'est prendre toute la terre de la mer au Jourdain pour l'État d'Israël. Merci beaucoup. Je vais tenter de compléter un tout petit peu sur les rôles de communauté internationale, Union européenne, d'inscrire un peu aussi cette question dans les leviers qu'on peut avoir un peu à notre disposition, mais aussi parler de la lutte en soutien au peuple palestinien. Et voilà, peut-être pas dresser un état des lieux parce que ce serait trop compliqué, mais évoquer un tout petit peu cette question en conclusion. Et on aura, je pense, trentaine de minutes pour répondre à vos questions. Ça a été dit, la question palestinienne, c'est d'abord un sujet international. À la fois parce que sur les dimensions historiques de ce sujet, tout le monde, plus ou moins, a une responsabilité, en tout cas majoritairement les États occidentaux, ont une responsabilité sur
le sort qui est réservé au peuple palestinien, et ce, bien avant la création de l'État d'Israël. Donc ça a été dit par Salah, mais cette dimension historique est très très importante pour resituer justement la dimension internationale de la question palestinienne. Les accords Saïs-Picot qui ont impliqué les Français et les Britanniques, la création de l'État d'Israël, la déclaration de Balfour, et aujourd'hui les liens qu'entretient. Aujourd'hui, en fait, la question qui se pose, c'est grâce à qui et par quels moyens Israël arrive à commettre tous ces crimes qui restent impunis. Et la réponse, elle est assez évidente. Nous avons aujourd'hui une complicité. Nous avons une complicité pas seulement passive, mais active d'un certain nombre d'États européens, en dehors de l'implication assumée et de manière très cynique des États-Unis. Nous, la question qui se pose pour nous, c'est aussi de comprendre que font nos États face à tout ce qui vient d'être décrit, à savoir des crimes extrêmement graves de colonisation, de nettoyage ethnique, de génocide, qui sont restés impunis. Et on a des leviers sur la question du droit international dont on doit absolument se saisir. C'est-à-dire que tant dans les mobilisations étudiantes, quand on appelle au boycott, on a un exemple très concret qui montre ce deux poids, deux mesures avec le cas de la Russie, où on est parti d'un état de fait qui est une violation du droit international, de plusieurs dispositions du droit international par la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Les conséquences ont été justement de sanctionner par différents canaux politiques, diplomatiques, économiques ce pays. Et ensuite, ça s'est aussi matérialisé dans des universités où on a rompu des accords, des contrats, etc., etc. Il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe pour le peuple palestinien. Bien que, en plus, le peuple palestinien subit cette occupation et cette colonisation depuis beaucoup plus longtemps, et que l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, c'est ce risque de disparition du peuple palestinien comme sujet politique. Les Palestiniens ne disparaîtront pas, puisque on a une lutte qui est une résilience, je crois, qui est très très importante. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est les moyens de survie en réalité du peuple palestinien qui aujourd'hui n'existent, en tout cas ont vocation à disparaître si on laisse Israël poursuivre dans ses exactions. À Gaza, c'est véritablement un génocide, et un génocide qui passe par la destruction du groupe social des Palestiniens de cette enclave, même si c'est très important de le rappeler que ce n'est pas une identité gazaoui majoritaire à Gaza. À Gaza, c'est une majorité de populations qui ont déjà été déracinées en 1948 et qui viennent de d'autres localités de la Palestine. Et en Cisjordanie, c'est la même continuité, c'est-à-dire que cette continuité du nettoyage ethnique, elle passe par d'autres moyens que sont la colonisation de peuplement, avec plus de 800 000 colons qui sont aujourd'hui recensés. Les moyens que nous avons aujourd'hui à notre disposition, ce sont ces leviers de sanctions. On peut totalement participer à isoler l'État d'Israël sur le plan international. C'est déjà le cas en réalité. Si on dézoome et qu'on arrête de regarder l'état du monde avec notre regard d'occidental, en réalité, quand on regarde la plainte, la procédure qui a été enclenchée devant la Cour internationale de justice, on voit déjà qu'il y a une forme d'isolement d'Israël sur la scène internationale. Quand on voit, pas plus tard que hier, je crois, c'est le Chili qui a déposé des compléments dans cette procédure devant la Cour internationale de justice qui a été initiée par l'Afrique du Sud. Si l'Union africaine a exclu Israël et l'a banni de son statut d'observateur de l'Union africaine, on a vraiment, si vous voulez, un mouvement à l'échelle internationale qui fait aujourd'hui de l'État d'Israël de le nommer tel qu'il est, qui est un État voyou. Et nous avons une responsabilité de faire, au-delà, si vous voulez, de l'amour, de la solidarité qu'on peut apporter au peuple palestinien, c'est de respecter, de faire respecter, c'est le minimum, c'est de faire respecter ces dispositions du droit international, de isoler Israël vraiment sur le plan politique et diplomatique. Et on a aujourd'hui sur le plan européen, ça a été beaucoup dit pendant la campagne des européennes pour celles et ceux qui étaient mobilisés, mais on s'est battu pour faire comprendre à tous les gens qu'on pouvait voir sur le terrain que le sujet palestinien était un sujet européen.
au regard de tout ce qu'on a posé comme terme historique du récit palestinien, mais aussi au regard aujourd'hui de qui sont les États qui permettent à Israël de commettre ce qu'il est en train de commettre. Et on a à la fois les accords en matière d'armement, les accords économiques, l'accord UE-Israël qui fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial de cet État. Et on a toute la diplomatie aussi, si vous voulez, l'attitude que nous avons vis-à-vis d'Israël, qui lui offre une forme d'impunité pour poursuivre ce nettoyage ethnique à l'endroit des Palestiniens. Et c'est sur ça que nous devons absolument avancer. Et on a moi, j'aborde beaucoup cette question via la question de l'apartheid. On a un exemple très très concret sur comment on a réussi à faire plier d'une certaine manière les derniers alliés du régime ségrégationniste sud-africain. On a réussi par la rue, par le boycott, par les moyens de pression qui se sont posés progressivement en matière de sanctions économiques, d'embargo militaire, qui étaient déjà demandés à l'époque par les défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, on a les mêmes boussoles. Si vous regardez les rapports d'Amnesty International, les rapports de Human Rights Watch, vous regardez les rapports qui travaillent sur ce sujet, ils sont assez unanimes sur la liste des violations du droit international, mais aussi sur les sanctions et les leviers qu'on a à notre disposition, parmi lesquels on a ces questions d'embargo sur l'armement, sur les livraisons d'armes, mais aussi des sanctions économiques, diplomatiques et politiques. Et donc c'est, j'ai envie de dire, l'objectif numéro 1 qu'on a aussi là au Parlement européen, dans la Commission Affaires étrangères et dans la Commission Droits de l'homme, c'est d'amener la question palestinienne en permanence sur l'actualité de cette commission et de réussir à faire progressivement, même si le Parlement européen est majoritairement à droite, donc c'est très compliqué de faire avancer des luttes comme celle-là, en tout cas en partant d'un vote majoritaire. Mais par contre, on peut faire converger autour des gens qui portent cette cause au Parlement, justement toutes les forces qui sont mobilisées aussi dans la société civile. Parce que, comme je le disais, il y a une complémentarité qui doit s'opérer. Un politique ne peut pas envisager la question sans travailler de pair avec les organisations de terrain, les organisations internationales, les militants, mais aussi les voix palestiniennes qui peuvent en fait guider sur notamment le narratif. Et je termine vraiment sur ça, qui est la bataille de narratif. Ça a été beaucoup dit aussi pendant la campagne des européennes. Mais il faut absolument qu'on avance sur la manière dont nous posons des termes sur ce sujet. En finir avec le conflit israélo-palestinien, en finir avec voilà, une manière de, quand on parle de guerre à Gaza, c'est complètement faussé de la réalité. Ça laisse penser qu'il y aurait deux armées qui seraient d'égalité et qui sont en train de se bagarrer pour un territoire. Comme ça a été dit, c'est une bataille de libération contre une occupation, contre une colonisation, contre des crimes de guerre et des crimes de génocide qui sont en train d'être commis. Et on ne peut pas avancer aussi sur ce terrain de lutte si on n'avance pas sur le narratif. Et pour les Palestiniens, ça a été, je crois, dit par beaucoup, il faut aussi qu'on pose les termes du droit à l'autodétermination qui est posé par les Palestiniens et par eux seuls. On n'a pas à leur imposer ni une perspective de deux États, ni une perspective... Moi, j'ai beaucoup parlé de la solution à un État, mais il faut vraiment qu'on parle d'abord du contexte de lutte pour l'autodétermination et de droit à l'autodétermination, qui est la première base dont les Palestiniens peuvent se saisir pour penser leur avenir, qui ne peut pas être dicté de l'extérieur. Donc voilà, moi j'ai terminé sur ces petits éléments de conclusion. On va vous donner la parole. On a une bonne trentaine de minutes. Je ne sais pas si on a plus, mais je crois que les organisateurs me diront stop si on déborde de trop. Mais on va vous donner, faire circuler les micros. Et là, l'idée, c'est qu'on réponde aussi à vos questions. Bonjour,
ravi pour la conférence qui était très intéressante. Vous avez parlé de l'Union européenne, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'habitais à Strasbourg jusqu'à il y a peu. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de la nouvelle haute représentante pour la PESC, Kaya Kallas. Est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer ou reculer la cause palestinienne ? Très bien, très rapidement. Première question vis-à-vis de la question du panarabisme. Très rapidement, comment comprenez-vous la réaction des pays arabes vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza ? Et deuxième question, je l'ai oublié. Donc non, première question, comment comprenez-vous la réaction des pays arabes vis-à-vis de la question palestinienne ? Bonjour, je me posais une question, c'est au niveau de... Je pense qu'il va y avoir un moment, si on arrive à régler un petit peu la situation, où certains Israéliens vont devoir quitter le territoire parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place pour tout le monde. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait une possibilité au niveau des gouvernements européens d'organiser, en fait, pour pouvoir... de s'organiser pour pouvoir permettre ce retour et inciter peut-être les Israéliens à revenir en Europe pour pouvoir laisser les territoires, parce que pour l'instant c'est plutôt même une incitation au départ des fois pour avec l'ALIA, donc voilà. J'avais juste une question parce que les moyens de lutte dont vous avez parlé, c'est surtout des moyens institutionnels ou légaux. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de la désobéissance civile et quelle forme elle pourrait prendre. Bonjour, je voulais savoir comment est-ce qu'on devait faire pour qu'une paix puisse durer après que ce génocide sera terminé, parce que j'espère qu'il y aura une fin à ce génocide. Et donc je voulais savoir comment est-ce qu'on pourra faire perdurer une paix juste et durable. Je crois qu'on va prendre ces questions et puis on va refaire un tour. Rapidement sur la représentante à l'Union européenne, bon, ce que je disais, c'est que malheureusement, les moyens pour avancer au Parlement passent aussi en fait par la composition, par les votes des députés. Et malheureusement, on a aujourd'hui un paysage au Parlement européen qui est très majoritairement à droite. C'est pour vous dire, on n'a même pas pu, à la dernière plénière, imposer, on n'a même pas obtenu la possibilité de débattre de la question de Gaza. C'est-à-dire que juste que ça soit à l'ordre du jour. Je ne vous parle même pas d'un vote ou d'un consensus pour condamner Israël. C'est-à-dire qu'on a juste voulu qu'à l'ordre du jour, il y ait la possibilité qu'on puisse s'exprimer sur ce qui se passe à Gaza, et ça nous a été refusé. On l'a obtenu pour la semaine prochaine. Donc là, à partir de lundi, nous serons à Strasbourg et en plénière, et on aura un moment pour parler de la situation. Mais ça reste dérisoire en réalité. Moi, je vais aussi être autocritique. Je suis juste au début de mon mandat, mais je vais aussi être autocritique sur les limites qu'on a. Le temps de parole que je vais avoir pour parler de Gaza en session plénière, il est de 1 minute. J'ai 1 minute pour poser des termes de ce qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Et ensuite, pour faire adopter quelque chose, c'est encore une bataille voilà, très importante. Et même si on arrive à faire adopter quelque chose, moi, autant que possible, j'aurais à cœur de dénoncer les limites aussi des moyens que nous avons au Parlement. Figurez-vous que l'accord UE-Israël, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, et dont on voudrait
que cet accord soit entériné en raison des violations des droits humains commises par Israël. La fin de cet accord a déjà été adoptée il y a déjà quelques années par le Parlement européen. Et qu'est-ce qui a bloqué le processus? Ce sont les commissaires européens. C'est-à-dire que même si on a des représentants des pays, des sociétés européennes qui majoritairement ont dit on veut, pour des faits moins graves que ce qui se déroule à Gaza, hein, là je vous parle d'un vote qui a eu lieu il y a je crois une dizaine d'années, un peu moins, où les parlementaires européens ont dit oui, Israël est un État qui viole le droit international, cela justifie qu'on cesse l'accord UE-Israël. Là, nous, citoyens, on se dit bah, c'est super, il faut que ça soit respecté, puisque la majorité du Parlement a voté pour. Bah, figurez-vous que ce sont des commissaires des États qui ont bloqué la fin de l'accord UE-Israël et qui ont permis à cet accord de se perdurer. Donc c'est pour vous dire les limites auxquelles on est confronté. D'abord parce que le Parlement est majoritairement aujourd'hui à droite et à l'extrême droite. Deuxièmement, même quand on arrive à obtenir des résultats avec ces votes, on peut être bloqué par les commissaires. Donc voilà, j'ai pas trop... je mets pas beaucoup d'espoir dans ces nominations au Parlement européen. Je crois que ça se passe plutôt dans une complémentarité de voix politiques, de voix de la société civile, de mobilisation dans la rue et de rayonnement, enfin de lien aussi à l'échelle internationale et de regarder, de sortir de sa bulle franco-française et de trouver tous les ponts qui peuvent être faits avec les Palestiniens et à l'échelle internationale dans tous les mouvements de solidarité. Ensuite, du coup, il y avait panarabisme, enfin voilà. Les pays arabes, et toi, désobéissance et mobilisation dans la société civile. Il y avait la question de la région et la riposte des pays arabes aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza. Moi, je pense que pour mieux comprendre le contexte de la riposte arabe, il faut aussi voir l'histoire de ces pays arabes avec la question palestinienne. Parce que l'installation de ces régimes, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente. On a parlé du contexte du printemps arabe et l'arrivée de la majorité des régimes qui sont arrivés là. Mais si tu veux juste regarder un peu en arrière, le début de l'arrivée et de l'installation de nouveaux réactionnaires arabes, elle a vraiment commencé en Irak 2004. Il fallait, et c'était obligatoire, la destruction de l'Irak pour arriver jusqu'à là. C'était pas faisable sans la destruction de l'Irak à l'époque, l'Irak qui était on peut penser de ce qu'on pense, mais c'était le seul pays nationaliste qui restait dans la région, qui bloquait les projets un peu, on va dire, le projet colonial arrivé dans la région. Aujourd'hui, ces régimes-là, l'installation de ces régimes-là par les Américains, la première condition, c'est la sécurité de l'État d'Israël. C'est la sécurité de l'État d'Israël. Au moment de leur installation, aujourd'hui, quand on parle du processus de la normalisation avec le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, 3 entreprises de l'armée israélienne qui sont ouvertes au Maroc pour fabriquer d'armes. Aujourd'hui, quand l'Espagne, elle bloque des bateaux pour aller en Israël, c'est le Maroc de l'autre côté qui ouvre leurs frontières pour l'accueillir. Non, on est devant des régimes qui collaborent totalement avec les intérêts américains et israéliens dans la région. Et on n'attend pas de riposte. Moi, personnellement, j'attends pas. Moi, la seule espoir que j'ai, c'est encore une révolution des peuples qui peut faire virer ces dirigeants. Mais aujourd'hui, une riposte politique des pays, non, on n'attend pas. Deuxième question, par rapport à la paix juste et durable. Moi, je pense, avant de parler de la question de la paix, la paix, c'est un mot qui est, on va dire, beau. Moi, je pense que c'est une question de droit. Il y a une question de droit sans reconnaître les droits historiques du peuple palestinien, sans reconnaître le fait qu'il y a un colonialisme qui viole le droit international, qui viole les droits des Palestiniens et rendre les droits
historique au peuple palestinien, la région ne sera pas stable. Il n'y a pas une stabilité pour la région tant que les droits du peuple palestinien ne sont pas rendus. Et les Américains, ils savent bien, les Américains, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'était la disparition de la Palestine, je ne veux pas dire du peuple, mais de la cause palestinienne, c'était ça leur but. Aujourd'hui, 11 mois après ce génocide en cours, la Palestine est revenue la première priorité politique mondiale. Aujourd'hui, tout tourne politiquement dans le monde autour de la question de la Palestine et qu'est-ce qui va se passer en Palestine. Mais moi, je reviens à la réponse base. Tant qu'il n'y a pas une reconnaissance et rendre les droits historiques du peuple palestinien, il n'y aura pas une paix juste et durable à long terme. Merci. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Salah par rapport à la question que vous avez posée. On n'a pas trop compris, mais on a quand même compris l'idée. Dans les droits du peuple palestinien, il y en a un qui est central, c'est le droit au retour du peuple palestinien. Et donc, la question c'est est-ce que ces deux peuples peuvent vivre ensemble sur cette terre? Bien sûr, à égalité de droits. La question centrale, c'est ça. Que les Palestiniens puissent faire valoir leurs droits au retour et que toutes les personnes qui vivent sur cette terre le fassent à égalité des droits. Ça passe par la fin de la colonisation de la Palestine et ça passe par la fin du fait colonial en Palestine. Donc, c'est un processus qui, si on veut aboutir à une situation juste pour le peuple palestinien, ça ne peut passer que par là, par la décolonisation. Il y a eu une question qui revenait à la question de la mobilisation citoyenne à côté de la mobilisation des leviers institutionnels. Une des premières réponses, je pense que vous la connaissez tous, c'est une campagne lancée par la société civile palestinienne en 2005. 3 lettres, le B, le D, le S. BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Boycott des investissements, sanctions, tant qu'Israël n'appliquera pas le droit international. C'est une campagne que tout le monde peut faire et c'est une campagne à plusieurs niveaux. Nous, notre niveau de citoyen, c'est le niveau du boycott. On ne boycotte pas pour le plaisir de boycotter. On boycotte parce qu'il faut absolument dénormaliser Israël. Israël n'est pas un État normal. Israël est un État qui pratique des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le crime d'apartheid, maintenant le crime de génocide. Donc il n'est pas possible d'avoir des relations normales avec un État qui n'a pas de comportement normaux au niveau légal. Donc c'est pour ça que nous appelons au boycott. Nous appelons au boycott, il y a tout un tas de campagnes de boycott, vous les connaissez, certaines d'entre elles. En ce moment, nous sommes centrés sur Carrefour. Nous allons lancer une campagne de boycott sur la BNP. Nous avons gagné avec AXA, nous avons gagné avec Puma, nous avons gagné un certain nombre de batailles. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs clairs et de se mobiliser pour les gagner. Cette campagne de boycott contre la BNP, nous la lançons conjointement avec la campagne BDS France, la FPS et Attaque. Elle va démarrer là, elle démarre là maintenant, aujourd'hui, ce week-end à la fête. Des investissements, c'est pour les entreprises. Il paraît incroyable que les entreprises, alors qu'elles ont des chartes, je ne sais plus comment, des chartes et le devoir de vigilance, continuent à travailler avec les entreprises israéliennes, alors que nous avons la preuve des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Et les sanctions, c'est pour les États. Et là, ça revient à nos gouvernements et on revient à cette question dont on parlait tout à l'heure de l'impunité d'Israël. Donc oui, il y a plein de leviers. Il y a la mobilisation citoyenne et entre autres le boycott. Mais il y a aussi ne jamais cesser de parler de Palestine. Ils ont essayé de nous empêcher de nous mobiliser. Ils ont essayé d'empêcher nos conférences, nos manifestations. Et ils n'ont pas réussi. Partout où nous sommes allés au tribunal, nous avons gagné, nous avons pu tenir nos manifestations, nous avons pu tenir nos conférences, et ils ne nous feront pas taire, et ils ne nous empêcheront pas de parler de Palestine.
fait un deuxième tour de questions. Bonjour tout le monde. En fait, moi j'ai deux questions. Première question par rapport à la solution proposée de l'existence de deux États et comment les Palestiniens la perçoivent actuellement. Je sais que Madame Hassan a parlé que la base de négociation c'est sur une autodétermination du peuple palestinien. Mais j'aimerais bien comment cette solution est perçue par le peuple palestinien actuellement, sachant que je pense que la majorité des pays arabes Ok, du coup, la première question, c'est sur comment le peuple palestinien perçoit la solution qui a été proposée sur l'existence des deux États. Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'impunité de l'État israélien, sachant que du fait de leur influence mondiale, politiquement ou économiquement, et que ça passe par les États-Unis. Du coup, je ne vois pas comment on peut limiter cette influence pour qu'on puisse sortir de cet État qui est impuni, si vous voulez. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport à la campagne de boycott que vous mentionniez plus tôt au niveau des entreprises, donc sur les investissements et sur le fait de travailler avec des entreprises israéliennes. Moi, par exemple, je travaille dans une entreprise qui est assez petite. J'ai la chance de pouvoir parler directement à ma direction et j'ai déjà alerté là-dessus, notamment le fait qu'on ait refusé un deal avec une société palestinienne et ils ont eu peur des sanctions potentielles qui auraient pu arriver. Mais à l'inverse, signer un contrat avec une boîte israélienne, là, ça n'a pas posé de problème plus que ça. Et le souci, c'est que les entreprises elles réfléchissent avec l'argent. Et donc, s'il n'y a pas de sanctions économiques contre les pays, il n'y a pas de raison valable de se retirer d'une affaire ou même de relations avec des entreprises. Donc, est-ce que vous auriez des idées de ce que nous, on pourrait faire à notre échelle en tant que salariés d'une entreprise pour faire en sorte qu'on arrête d'avoir ce genre de schéma qui se reproduisent? Merci. Bonsoir. J'ai des dizaines de questions, je suis désolé, je vais essayer de faire le plus simple possible. Ouais, vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Donc je vais essayer d'en poser que deux. Il y en a une, ce sera uniquement sur qu'est-ce que vous pensez de l'arithmétique de la rébellion sur ce qui est en train de se passer actuellement à Gaza. Et pas que à Gaza d'ailleurs, parce que même sur les autres territoires où il y a des conflits engagés. Et la deuxième, ce sera uniquement sur comment vous voyez une solution avec les États qui sont pas absolument les États pro-Gaza, qui sont pas absolument en train de soutenir l'État israélien actuellement, mais qui ne veulent pas absolument soutenir le Hamas actuellement. Et donc, comment on crée une solution de paix avec ces États-là qui ne veulent pas absolument soutenir ni un ni l'autre? Je suis désolé si ça... Je peux répéter si vous avez un problème. C'est bon ? Bonjour. On parle souvent de la solution à deux États. Et ici, oui, hop. Donc j'ai une question par rapport à la solution d'un État binational, où on en parle assez peu, j'ai l'impression, et qu'on utilise souvent la solution à deux États comme une sorte de chimère finalement qui permet d'avoir un État de statu quo. Et si à moyen, long terme ou court terme, on en arrive à une solution binationale, comment arriver à
justement, vous avez parlé de l'égalité des droits, à arriver justement à une coexistence lorsqu'on a un racisme et une essentialisation du peuple palestinien telle qu'elle est faite et un niveau de matrixage à l'heure actuelle dans la société israélienne pour arriver à cette coexistence pacifique entre les deux peuples. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour tout ce que vous faites. Et moi, j'avais une question sur les associations israéliennes, mais qui sont contre justement le gouvernement Netanyahou et la politique qui est menée génocidaire contre l'État de Palestine. Et je voulais savoir, donc, moi j'ai en tête La Paix Maintenant, que je connais assez bien. Et du coup, je voulais savoir quel était votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous êtes des fois en confrontation? Parce qu'ils ont certaines revendications comme la libération des otages, etc., qui peuvent être, voilà, qui sont des sujets très épineux. Et du coup, je voulais savoir votre lien avec ce genre d'association et si vous arrivez à travailler avec elles. Merci. Merci beaucoup. Je fais un tout petit récap. Donc, on va avoir une première question sur la manière dont les Palestiniens perçoivent cette question de l'autodétermination, vraiment de l'intérieur. Donc c'est ça là qui va y répondre. Et puis après, je vais vous lister les autres questions. Ouais, la question de la solution de deux États, un État ou d'autres solutions, c'est vrai que c'est les questions qui reviennent de plus en plus aujourd'hui. La solution de deux États, c'est une idée qui est arrivée de façon qui était un peu adaptée par les Palestiniens dans les années 75, on va dire. Ça s'appelait le plan de 10 points à l'OLP de l'époque, jusqu'à l'arrivée aux accords d'Oslo. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas retourner. Je veux dire, malgré que je suis contre, à l'époque je ne pouvais pas être contre parce que j'avais 8 ans, mais là, vu 30 ans après les accords d'Oslo, je peux dire que c'est la plus grande faute des Palestiniens. Bon, on va dire que les Palestiniens, ils étaient de bonne volonté à l'époque. Ils ont dit que voilà, allez, on va aller essayer de vivre à côte, deux États, et leur donner la moitié du terre cadeau parce que les circonstances politiques ne fonctionnaient pas pour les Palestiniens. Qu'est-ce que tu as eu de retour? Tu as eu tout ce qui est colonisation, fragmentation, tout ce qu'on a raconté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idée... Alors, parce que, tu sais, quand on parle de deux États, ça décharge. Tu sais, ça décharge la responsabilité. Ouais, chacun sa part. Ça décharge la responsabilité de la communauté internationale. Ça décharge leur responsabilité historique. Et bon, ça reste deux peuples qui vivent côte à côte sans regarder le contexte colonial dans lequel on en a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, la solution de deux États, elle n'existe plus. La communauté internationale, elle peut continuer de dire ce qu'elle veut sur la solution. Oui, deux États, c'est bien, elle n'existe plus. Vu les faits aujourd'hui sur le terrain que les Israéliens ils ont créé aujourd'hui, il n'y a plus de solution de deux États. Le peuple palestinien aussi n'est pas convaincu dans la solution de deux États. N'est pas convaincu. Pourquoi nous enlever la majorité de notre droit dans la solution de deux États? Moi, je pense, avant de parler de solution d'un État ou un État binational, on parle de la question des droits, les droits historiques du peuple palestinien, reconnaître les droits historiques. Et moi, le point essentiel dans cette discussion-là, que il n'y a pas, c'est pas une question pour nous les Palestiniens de vivre avec l'idée sioniste dans la région. Quand on parle d'une cohabitation, quand on parle d'une solution d'un État, on parle d'un État sans sionisme. Parce que quand tu vas chercher, moi, je ne veux pas retourner dans l'histoire du sionisme, mais le sionisme, son projet, c'est la disparition du peuple palestinien. Une fois que le sionisme, l'idée et les pratiques sont terminées, il y a une place pour tout le monde. Moi, je pense qu'un État démocratique où il y a une égalité de droits, ça peut se faire. Je ne veux pas dire aujourd'hui, ça peut se faire. Mais moi, je pense arriver à la solution d'un État démocratique. Moi, je pense déjà il faut que nous, les Palestiniens, on construit nos rapports de force pour arriver à ici. Mais la conviction du peuple palestinien à deux États, elle est, je ne veux pas te mentir, je ne trouve pas beaucoup.
Oui, donc BDS, c'est la question des petites entreprises. Donc c'est sûr que les campagnes qu'on mène au niveau national ou international ciblent surtout des multinationales. Alors, et une chose très importante pour ces multinationales, c'est le côté réputationnel de l'entreprise. Et ça, je pense que ça joue sur toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Une entreprise qui a la réputation d'être complice d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, il y a un moment donné où l'économique risque de passer aussi derrière cette réputation. Donc, peut-être qu'il y a aussi à commencer tout simplement par discuter de ce que c'est que la politique israélienne de violation du droit international. Parce que peut-être qu'en toute bonne foi, les dirigeants de cette entreprise ne savent pas. Donc on peut commencer par ça. Et une fois qu'on est passé par ça et que les choses ont été dites, que les choses ont été posées, on peut passer à aller plus loin, à dénoncer la situation de cette entreprise et à poser les faits clairement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on préfère continuer à se rendre complice de ces crimes? Parce que ce sont des crimes. Avancer comme ça, mais je ne dis pas que c'est facile dans une petite entreprise. Et c'est d'autant moins facile quand on est en position de salarié. Peut-être s'adresser aussi aux clients de cette entreprise, les autres entreprises ou les personnes qui ont contact avec elles. Je ne sais pas si c'est une réponse très satisfaisante, mais c'est des pistes en tout cas. Alors la question sur les associations israéliennes qui se mobilisent contre le gouvernement israélien. La question, c'est contre quoi ils se mobilisent. Parce qu'effectivement, avant le 7 octobre, il y a eu 10 mois de mobilisation très forte, toutes les semaines, tous les vendredis, des manifestations partout en Israël contre le gouvernement israélien. Il n'était pas question de manifestations contre la colonisation, contre l'occupation. Il était question pour les Israéliens de manifester contre les réformes judiciaires, etc., qu'avait engagé le gouvernement Netanyahou. Il y avait des tout petits blocs, ils appelaient ça les blocs anticolonialistes au sein de ces manifestations, qui se faisaient extrêmement maltraiter, à la fois par les autres manifestants, dans certains cas, et également par la police israélienne. Si on remonte à 2011, on a parlé des printemps arabes. Moi, j'étais en Palestine à l'été 2011 et il y a eu ce qu'ils appelaient le mouvement des tentes en Israël. Je suis allée voir à Tel Aviv. Il ne fallait surtout pas parler de la question palestinienne. Et ils disaient, nous, on ne parle pas de politique. Nous, on veut que le prix du fromage blanc baisse. La politique, si on parle de politique, on va se diviser. Parce que... voilà, la question palestinienne risquait de les diviser. Donc, ce qui est clair pour nous, ce qui est une ligne, c'est est-ce que ces associations sont des associations anticolonialistes, des associations qui luttent contre l'occupation ou pas, qui luttent contre la colonisation ou pas, qui sont pour le droit au retour des réfugiés palestiniens ou pas, qui sont pour l'autodétermination du peuple palestinien ou pas. Parce que petit bout par petit bout, ce n'est pas ça qui apportera la solution. Donc, la question de savoir les relations avec ces organisations israéliennes, c'est est-ce qu'elles sont sur des bases anticoloniales? Il y avait une question sur l'impunité, mais on en a déjà parlé, de ce qu'on pouvait, à la fois par les moyens mobilisés par la société civile, mais aussi par les moyens politiques. Et il y avait une question sur qu'est-ce qu'on fait des États neutres, je ne sais plus qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait des États neutres, des gens qui ne se positionnent ni pour l'un ni pour l'autre, et comment est-ce qu'on peut faire avancer la lutte aussi auprès derrière les États, et ça peut être aussi des sociétés dites neutres. Mais la neutralité dans un moment d'injustice, vous le savez tous, bénéficie toujours d'abord à l'oppresseur. Donc il faut quand même déjà resituer cet état de fait. Et je crois que le levier le plus clair qu'on peut avoir,
c'est encore une fois ce droit international. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de vous dire là, ce sont des choses qui sont reconnues. Enfin, les droits du peuple palestinien sont inscrits, reconnus, et ce depuis des décennies. Le droit à l'autodétermination, la lutte légitime contre la colonisation, la lutte armée, la lutte contre l'occupation, tout ce qu'on vient de vous citer comme droits fondamentaux en fait pour le peuple palestinien, pour se libérer de ce régime colonial, c'est des choses qui sont inscrites dans le droit international. Ce qui nous manque, c'est la volonté justement des États. Ce qui nous manque, c'est le nombre de plus en plus important d'États ou de sanctions ou de paroles publiques qui sont extrêmement claires sur ce sujet. Comme ça a été le cas là, il y a quelques jours encore de Villepin, il nous faut des personnalités qui sont au pouvoir, pas juste des personnalités politiques qui sont connues ou qui sont identifiées pour leur position sur le sujet. Il nous faut des prises de position de personnes qui sont en état véritablement d'agir. Et donc les États qui sont neutres, les institutions, les personnes qui sont dans des moyens effectifs pour peser sur la balance et qui ne prennent pas position, un des leviers, la langue commune en fait des États, c'est le droit international. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de leur dire vous devez aimer plus le Palestinien ou qu'un tel ou un tel plus que le Palestinien. C'est de dire simplement vous avez des obligations, qui que vous soyez, quelle que soit votre opinion en fait sur ce sujet, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vos obligations. Et c'est le même discours à l'endroit des entreprises. On ne s'intéresse pas tellement à ce que pensent les dirigeants de Carrefour, des Palestiniens ou de leur avenir. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils respectent le droit international, qu'ils ne violent pas ce droit international qui porte de facto préjudice au peuple palestinien. Et les États qui n'ont pas une parole ou une position qui soit très claire sur ce sujet, même si je pense que c'est plus tellement vrai, on l'a dit tout à l'heure avec les procédures qui sont enclenchées, je crois, moi, fondamentalement à l'idée qu'Israël, dans les prochains mois, les prochaines années, sera un État totalement isolé sur la scène internationale, comme ça a été le cas pour le régime ségrégationniste d'apartheid en Afrique du Sud. On a fini par isoler, asphyxier sur le plan politique et économique cet État, et on a fini par obtenir des résultats très significatifs en termes de respect du droit international. Mais je crois que les États, le rôle des États, qui sont a priori neutres, en tout cas qui n'ont pas encore une position très claire, c'est le droit international qui peut les amener, en l'occurrence leurs obligations. Et c'est là que nous, citoyens, nous avons une responsabilité, c'est-à-dire de rappeler à ceux qui nous dirigent qu'ils ne peuvent pas, en notre nom, laisser faire, qu'ils ne peuvent pas, en notre nom, rester un État qui viole le droit international ou qui ne fait pas respecter le droit international. Et on doit, nous, à l'échelle de la France, par exemple, continuer à se mobiliser pour que la France ne fasse pas partie de ces États dans l'histoire qui a soutenu jusqu'au bout un État qui commet ces crimes qui ont été listés, ces crimes extrêmement graves sur le plan du droit international. Et on doit se mobiliser pour, si vous voulez, se désolidariser aussi de cette politique qui est faite en notre nom. Quand Emmanuel Macron et le gouvernement actuel démissionnaire refusent par ailleurs d'avoir ne serait-ce qu'une parole qui vise à émettre des sanctions à l'endroit d'Israël, c'est fait en notre nom. C'est-à-dire que nous, Français, nous sommes perçus sur la scène internationale comme un État complice aujourd'hui de l'État d'Israël. Et les leviers peuvent venir aussi de cette société civile, c'est-à-dire que plus nous serons nombreux, plus nous aurons des moyens effectifs de lutter contre cette impunité, plus nous pourrons faire plier nos décideurs. Voilà, merci. Je crois qu'on est obligé de clôturer, parce qu'on a jusqu'à 17h30. Merci beaucoup à vous. Merci de continuer de faire vivre cette lutte. On compte sur vous toutes et vous tous pour continuer à porter ce combat partout où vous êtes, partout où vous pouvez le faire. Et encore merci de votre présence à cette conférence. Merci à vous deux aussi pour vos interventions. Merci.